l'association Dominique qui organise cette conférence a cette année 30 ans d'existence. Bien sûr, au début, nous avons travaillé avec des étrangers, mais petit à petit, nous avons réussi à faire former des thérapeutes français. Et depuis 30 ans maintenant, avec l'aide de communes qui nous ont donné des terrains, on a fait construire des maisons d'accueil avec des familles d'accueil gratuites. Nous recevons des familles qui viennent de toute la France et même de l'étranger, mais aussi beaucoup de familles de la région. Donc nous avons aidé maintenant depuis 30 ans plus de 1700 familles qui sont venues. Et tout ça, nous avons pu le faire avec des dons. Aussi avec l'aide du Conseil général, du Conseil régional, et nous avons fait toutes les démarches nécessaires pour avoir le plus d'aide possible et pouvoir venir en aide donc à tous ces enfants et à tous ces parents. Je vais passer la parole à deux professionnels, des dames qui vont vous expliquer que faire pour la thérapie, dans le domaine de la thérapie pour aider ces enfants. Donc il y aura Anne-Marie Larossa, maman de Chloé, qui a maintenant 20 ans, et qui vient de Valoris et qui est thérapeute. Cathy Greenland, qui travaille à l'association Dominique, qui fait partie de l'Institut Devenir. Et ensuite, nous aurons Magali Barter, maman de Ludovic, qui viendra témoigner. Moi, je m'appelle Anne-Marie Larosa, je viens des Alpes-Maritimes. Ce que l'on va vous présenter, c'est une partie de ce qui existe. Il y a des thérapies qui vous conviennent, des thérapies qui ne conviennent pas. Il n'y en a jamais une et jamais une jusqu'au bout. Le tout, c'est d'essayer et de connaître les besoins de nos enfants et surtout les attentes de nos familles, de ne rien laisser rigide. On va parler de plasticité cérébrale, donc au niveau de nos choix aussi, de ne rien laisser rigide et d'avancer en même temps que nos enfants. Je pense que la réponse, elle est vraiment là et pas rester juste dans une direction pour les aider à grandir et à devenir un peu de temps en temps comme les autres. En 1890, c'est la première fois qu'on parle de cette idée de plasticité neuronale, de plasticité cérébrale. C'est William James qui parle de ça. On l'a écouté, mais c'est vrai que ces idées, ces travaux n'ont pas été suivis et pendant pratiquement 50 ans, parce que le XXe siècle disait, moi je me souviens quand j'ai fait mes études d'infirmière, on me disait quand on perd les cellules cérébrales, elles ne se reforment jamais, ce qui est perdu est perdu. Et c'était vraiment cette idée-là que certaines zones du cerveau sont immuables après l'enfance et plus particulièrement après une période critique quand la maturation du réseau cérébral est faite. Et on me disait si ça ne se fait pas à partir de tel âge, ça ne se fera plus jamais. Alors comment expliquer par exemple qu'une personne prend sa retraite et puis à l'âge de la retraite apprend à utiliser un ordinateur? Si le cerveau ne peut plus rentrer de nouvelles informations, ça devrait être impossible. Donc d'autres personnes ont réfléchi, on se retrouve là en 1906 avec le prix Nobel de médecine qui lui commence à théoriser cette idée de plasticité cérébrale et il commence à utiliser ça mais de façon très sommaire et on arrive en 1969 où le père de la plasticité neuronale, Geoffrey Reisman, établit pour la première fois et là de façon définitive puisque les neurosciences aujourd'hui montrent toutes les avancées qu'on a pu faire par rapport à ça, donc la capacité qu'a le cerveau à constituer de nouvelles synapses, de nouveaux réseaux à la suite d'une lésion chez l'adulte. Donc ça voulait bien dire que si on arrive à recabler, quand l'enfant a fait ses acquisitions, le cerveau ne s'arrête pas, à l'âge adulte il y a encore beaucoup d'espoir. Donc la plasticité cérébrale, on a une première définition qui dit que c'est la capacité du cerveau à récupérer des fonctions atteintes si ces dernières, et c'est là où le rôle des thérapeutes après est essentiel, si ces dernières donc, sont stimulées de façon importante, durable, par des exercices de rééducation. Donc la plasticité neuronale, qu'on appelle aussi neuroplasticité ou plasticité cérébrale, ce sont des mécanismes par lesquels le cerveau est capable de se modifier du départ, de la phase embryonnaire ou lors d'apprentissage, quel qu'il soit, à quel âge. Ensuite, c'est une question de temps et de rapidité. Le cerveau aussi a des capacités de créer, de défaire et de réorganiser tous ces réseaux et les connexions entre neurones et c'est là où on dit que le cerveau est plastique et qu'il est malléable. Donc, je m'appelle Cathy, je suis une des thérapeutes de l'association Devenir. On travaille au sein de l'association Dominique et depuis plus de 8 ans, nous sommes 3 thérapeutes. Et notre travail est parti d'un constat, c'est qu'en
En fait, un parent qui est face au handicap de son enfant est très démuni, ne sait pas quoi faire avec son enfant pour l'aider à progresser. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de former les parents, d'accompagner les parents avec leur enfant, les former justement à des techniques de stimulation multisensorielle, donc comme vient de parler Anne-Marie. Ces programmes sont développés à partir d'une évaluation qu'on va faire de l'enfant. Donc l'enfant va venir chez nous avec ses parents. On va les recevoir sur 2 jours et on va évaluer les compétences de l'enfant sur le plan visuel, auditif, intellectuel, mais également au niveau de la motricité, des capacités manuelles et donc du langage. Donc ces formations peuvent être suivies par des enfants porteurs de tout handicap, donc ça peut être des handicaps qui sont assez lourds, donc des infirmités motrices d'origine cérébrale. On reçoit également des enfants qui souffrent de syndrome génétique, des enfants autistes ou alors des enfants qui ont subi un trauma, donc un accident de vie, mais également des enfants en difficulté d'apprentissage, donc tous les dyspraxie, dyslexie, troubles du comportement et autres. On évalue l'enfant et on va donc expliquer aux parents quelles sont les réelles compétences de l'enfant, chose qui est assez rare quand on a un enfant qui est handicapé. On est souvent dans la démarche de dire ce que l'enfant ne peut pas faire. Notre démarche à nous, c'est de dire aux parents ce que leur enfant peut faire, quelles sont ses réelles compétences et sur quoi on va travailler pour le faire évoluer. Notre rôle, d'informer les parents à la suite de l'évaluation de ce que son enfant comprend réellement. Donc on va vraiment s'appuyer sur les compétences de l'enfant. Tous les enfants ont des compétences et un potentiel, il suffit de les déceler. Donc ça c'est notre rôle suite à l'évaluation de l'enfant et de donner confiance à l'enfant et confiance aux parents qui vont ensuite croire en leur enfant et l'aider à progresser. Donc tous les programmes qu'on donne sont à faire à domicile, par contre c'est adapté à l'âge de l'enfant bien sûr, donc si c'est un tout petit qui fait 2 siestes par jour, on va avoir que 20 minutes de programme. Si c'est un plus grand, on va pouvoir adapter le temps de travail en fonction de la fatigabilité de l'enfant et du temps qui est disponible. Et on est là aussi pour être à l'écoute des parents. Bien souvent les parents viennent nous voir et sont vraiment démunis face à son handicap, donc c'est notre rôle aussi de les soutenir. Donc une fois qu'on a réalisé cette première évaluation sur 2 jours, on va revoir les enfants 6 mois plus tard. Pourquoi 6 mois? Parce qu'on va travailler sur la plasticité cérébrale. Anne-Marie vous en a parlé. Les programmes qu'on va donner à domicile, ça ne sert à rien de les faire une fois par semaine. Sur 15 jours par exemple, il n'y aura aucun impact au niveau du cerveau. Il faut répéter les informations qu'on va donner, répéter les exercices. Et on considère qu'il faut bien 6 mois pour commencer à observer des progrès chez l'enfant. Au bout de 6 mois, donc on va revoir les familles sur 2 jours, refaire une évaluation, constater les progrès et adapter les programmes en conséquence pour repartir sur 6 mois de plus. Voilà. Donc voilà ce que nous faisons au sein de l'association Devenir. Je vais maintenant vous passer la parole à Magali Barter, qui est la maman de Ludovic, que l'on voit toutes les semaines à Vaux-l'Éveil. Donc Vaux-l'Éveil, c'est le centre d'accueil qui est également à l'association Dominique, où on propose des ateliers avec 3 ou 4 enfants porteurs de handicap différents. Et on propose des ateliers physiques, intellectuels, donc c'est comme une petite école où les enfants sont très heureux de se retrouver. Je vous passe Magali, merci. Alors juste un exemple avant que Magali prenne la parole. Par exemple, un enfant qui aura besoin de marcher pour faire une synthèse un peu de tout ce qu'on vous a dit jusque-là, on ne va pas tout de suite le mettre debout. On va d'abord le masser pour lui faire prendre conscience de la totalité de son corps. Après, on va commencer à le faire bouger et puis on va le mettre sur le ventre pour qu'il prenne une autre perception. Quand il est sur le ventre, il va commencer à ramper pour savoir qu'il a des appuis et qu'il peut lui se propulser. Quand il commence à ramper tout seul et qu'il a le port de tête avec le mouvement de la tête qui peut se faire, il va très vite constater que le ramper, c'est pas évident, ça ralentit. Et là, il va chercher à limiter les appuis de son corps sur l'environnement. Et là, on assiste aux 4 pattes. Il va se mettre sur les mains et il va se mettre sur les genoux. Donc là, il prend de la rapidité et très vite, il voit qu'il est trop
bas pour voir tout ce qui se passe autour de lui et avoir de la hauteur. Et là, on va avoir un enfant qui va commencer à s'accrocher au bord de table, à travailler sur je lâche et je me tiens en équilibre et vite je me rattrape parce que l'équilibre n'est pas encore top. Et puis après, l'enfant va pouvoir se mettre debout tout seul jusqu'au moment où il aura la possibilité d'avancer un pied et de commencer à faire ses premiers pas. Pour pouvoir respecter tous ces principes de l'évolution normale d'un enfant dans un phénomène de marche par exemple, eh bien les thérapeutes vont donner des massages, vont donner des exercices de coordination homolatérale et après croisé, parce que tant qu'on est dans un schéma où le bras et la jambe du même côté se déplacent en même temps, ben, on ne pourra pas marcher ou on aura une marche automatique. Donc voilà, c'est au fur et à mesure, en prenant du début pour arriver jusqu'à la fin et emmener l'enfant vraiment jusqu'aux limites de ses compétences. On ne pousse jamais trop loin. Certaines méthodes le font, ce qu'ils font eux respectent vraiment l'enfant en priorité. Et c'est toujours un programme qui s'adapte à l'enfant. Et ce n'est jamais un enfant qui va s'adapter à un programme déjà préétabli. Donc mon fils Ludovic fréquente Vol Éveil depuis 2 ans. Vol Éveil depuis 2 ans. Je voulais souligner quelque chose que Cathy a dit tout à l'heure. Quand on arrive avec un enfant qui est en situation de handicap, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit bien faire, qu'est-ce qu'on fait mal. Et on arrive avec les thérapeutes de devenir et là on nous dit votre enfant il sait faire ça, il sait reconnaître ça, il sait reconnaître un chien d'un chat. Et déjà pour les parents c'est rassurant. Et on nous dit voilà ce qu'on va faire à partir de ça. Donc ça c'est un point qui est très important à la fois pour les parents et à la fois pour les enfants, de partir de quelque chose de les valoriser dans ce qu'ils savent déjà à la base. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est de partir du principe que comme tous les autres enfants, c'est pas parce qu'ils ont des apraxies, des difficultés motrices, des difficultés pour parler ou une absence de parole comme mon fils, qui ne sont pas capables d'apprendre à lire et d'apprendre à écrire parce qu'ils ne peuvent pas montrer qu'ils savent. Ces méthodes neurosensorielles, elles sont très complémentaires avec tout ce qui est fait à côté, que ça ne remplace pas ni l'orthophonie ni la psychomotricité, et que par contre, ça favorise les apprentissages et en orthophonie et en psychomotricité et dans d'autres domaines. Si vous avez d'autres questions, vous regardez notre site internet et nous pouvons répondre même par la suite. Vous téléphonez ou vous faites un mail et nous pouvons vous répondre. Et s'il y a aussi des professionnels qui veulent venir nous rendre visite, à ce moment-là, vous demandez un rendez-vous, vous venez partager un petit moment avec les thérapeutes qui sur place nous vous recevrons. Si vous voulez venir voir sur le lieu d'éveil qu'est-ce qui se passe, là c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons et que les parents accepteront d'avoir quelqu'un qui vienne en visite un petit moment pour montrer ce qui se fait aussi au niveau des exercices dans le lieu d'éveil. Voilà, il n'y a rien de secret, c'est portes ouvertes. Donc les gens qui veulent venir nous voir, rendez-vous, vous téléphonez et ce sera avec plaisir qu'on vous recevra. On vous remercie de votre écoute.